Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue dans l'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles, 1 heure de décryptage de l'actualité judiciaire. 1 heure en compagnie de Jean-Marie Bordry. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour, Jade Serrano également est avec nous, journaliste spécialisé dans l'investigation, et Adrien Pelletier, expert en communication, spécialiste des médias. Merci à tous les trois d'être là. Nous allons parler aujourd'hui d'une des plus importantes affaires de pédocriminalité de ces dernières années par l'ampleur de ces victimes estimées, pas moins de 1400 mineurs rien que pour la ville de Rotherham, 2500 mineurs dans toute l'Angleterre victimes de gangs d'adultes violeurs. Mais c'est aussi une affaire hautement inflammable, peu médiatisée pendant longtemps, remis il y a quelques jours sur le devant de la scène, car ces gangs de violeurs organisés qui abusaient de mineurs sont des Pakistanais qui s'attaquaient essentiellement à des jeunes femmes blanches. Autant dire que certains ont eu peur de se faire taxé de racisme. Jeudi dernier, la ministre britannique de l'Intérieur, Yvette Cooper, a annoncé une série d'enquêtes locales sur ces affaires. Une réaction tardive, attendue après des années de relative inertie des autorités britanniques, qui lui avait valu d'ailleurs de virulentes critiques d'Elon Musk. Alors, soyons précis. Entre 1997 et 2013, à Rotherham, une ville industrielle du nord-est de l'Angleterre, 1400 jeunes filles ont été victimes de viols. Et le plus grave est que la police et les services sociaux savaient, mais le scandale a mis des années à éclater. Leurs plaintes n'ont pas été prises au sérieux pendant longtemps et les médias ont été tétanisés à l'idée d'être traités de racistes et ont préféré longtemps se taire, car les auteurs, comme je le disais, étaient pour la plupart des hommes d'origine pakistanaise. On va reparler de tout cela dans la deuxième partie de l'émission avec notre invitée Oméra Sellier, qui est la présidente d'Innocence en danger. Mais tout d'abord, revenons sur les faits et c'est Jade Serrano qui nous raconte les viols de Rotherham. Nous sommes en 1997 en Angleterre. La bourgade de Rotherham, située au sud du Yorkshire, compte 250 000 habitants. Une mosaïque d'anciens villages miniers, en pleine campagne, typique des paysages ruraux britanniques. Mais derrière l'allure de carte postale champêtre, le chômage ravage la ville. 11% des habitants n'ont pas d'emploi. Alors, pour les enfants et les adolescents de la petite ville... de Rotherham, grandir ici n'a rien d'un rêve. Emma avait 13 ans, Lydie 12, Jessica 14. Elles étaient collégiennes et devant leur établissement, des grands s'intéressent à elles. Eux sont au lycée. Ils ont 15 et 16 ans. Après tout, ces jeunes hommes ont presque leur âge. Emma, Lydie et Jessica se sentent comprises, entendues, mises en valeur. En confiance quand ils les emmènent voir leurs grands frères, Oumar, Arshid et Tariq, de 10 ans leurs aînés. Des hommes de 25 ans qui font découvrir aux 3 jeunes filles mineures la délicieuse chaleur de la vodka. Lydie, 12 ans, s'enivre. Elle tombe sous le charme d'Oumar, l'homme de 25 ans. À part le centre commercial et le McDonald's, il n'y a rien à faire à Rotherham. Sa nouvelle histoire d'amour la fait chavirer. Elle sait que c'est interdit et garde le secret. Ses parents ne doivent rien savoir. Oumar est beau. Il a une voiture et lui dit « Tu es ma princesse ». Avec lui, l'alcool coule à flot. Elle fume des cigarettes et ses premiers joints. Oumar la conduit dans une auberge de jeunesse de la ville de Rotherham. Lydie est totalement ivre. Arrivée dans la chambre, d'autres hommes l'attendent. Son idylle vire au cauchemar. Lydie va subir des violences effroyables. Rouée de coups, violée à de multiples reprises. Oumar n'était pas un prince charmant, mais un prédateur sexuel. Ses amis, Emma et Jessica, subiront le même sort. Comme elle, 1400 enfants de Rotherham, âgés de 11 à 16 ans, ont été, entre 1997 et 2013, victimes de viols à répétition par des agresseurs décrits comme des hommes britanniques d'origine pakistanaise. Mais dans cette affaire, le pire, si le pire est possible, est encore à venir. Depuis 16 ans, la police et les services sociaux savaient et ont laissé faire. C'est ce que révèle un rapport accablant conduit et publié en août 2014 par une travailleuse sociale, Alexandrina Jay. Elle révèle que pendant des années, des professionnels avaient pourtant donné l'alerte. Dès 2022, une chercheuse qui souhaite rester anonyme réunissait les noms des agresseurs, méthodes, lieux, descriptions des crimes et délits, assez d'informations pour faire tomber le réseau pédocriminel. Elle décide de tout dire à la police de la ville de Rotterdam. La douche froide pour la chercheuse. Les policiers changent de ton et la menacent.
Si elle continue à fouiner, ils communiqueront son adresse aux agresseurs. La chercheuse ne baisse pas pour autant les bras. En compagnie d'une assistante sociale, Jane Senior, elle continue et tente de lever l'omerta. Il faudra attendre l'année 2011, soit 10 ans, pour que le scandale éclate. Un journaliste du Times, Andrew Norfolk, dévoile l'affaire. Comble de l'horreur, une polémique enfle. Non pas autour du nombre de victimes effroyables, ni du réseau pédocriminel, le journaliste est accusé de cibler injustement la minorité anglo-pakistanaise. Je n'y croyais pas moi-même, j'avais l'impression que c'était un canular monté par l'extrême droite, s'est défendu le journaliste du Times. Il rappelle aussi que la majorité des crimes sexuels sur enfants qui secouent régulièrement le Royaume-Uni sont perpétrés par des hommes blancs. Rien n'y fait. Même les premières arrestations et condamnations des agresseurs. En 2010, Jane Senior a convaincu un policier clean, Rupert Chang, de se mettre sur l'affaire. Le policier connaît certains de ces individus, des gens violents et dangereux. Des voyous notoires impliqués dans des trafics de drogue qui venaient chercher les filles à l'école. À Rotherham, c'est presque un business familial, explique le sergent Chang. Son enquête, baptisée Opération Centrale, est la première ayant conduit en 2010 à l'arrestation et à l'emprisonnement de 5 agresseurs d'une 50aine de filles, dont Oumar, le bourreau de Lizzie, devenu entre-temps celui de 18 autres jeunes filles. Oumar écopera juste de 4 ans de prison ferme et rétappelle de cette condamnation. Relâché seulement 12 mois plus tard, libre, Oumar en profite pour retrouver Lizzie et la menace de faire exploser sa maison familiale. Aucune mesure de sécurité ne sera prise, ni par la justice, ni par la police. Pour les forces de l'ordre de Rotherham, Lizzie est une fauteuse de troubles. Jane Senior, la travailleuse sociale, s'insurge. Qu'on arrête de punir les victimes. À 13 ans, vous voulez être grande, mais vous êtes vulnérables. Alors qu'elles ont été abusées pendant des années, personne n'a entendu leur voix. Elles ont besoin de soutien. Il est difficile de décrire la nature effroyable des violences dont ces petites victimes ont souffert. Aspergées d'essence, puis menacées d'être enflammées, menacées avec des armes, ou encore forcées d'être témoins de viols très violents avant d'en subir elles-mêmes. Pourquoi a-t-on laissé faire ? Maître Greenwood est avocat. Il défend aujourd'hui 34 victimes. Je suis spécialiste des abus sexuels sur enfants, dit-il. À ce titre, je travaille avec la police depuis 20 ans. J'ai une forte présomption de relations corrompues entre la police et les agresseurs. Par ailleurs, j'ai entendu dire que le succès du parti travailliste à Rotherham aux élections dépend du vote asiatique et pakistanais. Beaucoup ici pensent que les criminels sont ou ont été liés à des politiciens locaux. En effet, l'enquête menée par la travailleuse sociale Alexandrina Jay et rendue publique en 2014 tient pour responsable certains politiques et fonctionnaires de la ville de Rotherham. L'ensemble du conseil municipal, le directeur des services à l'enfance, des élus locaux et le commissaire de police du Yorkshire du Sud, tous savaient et ont laissé faire. Prendre le risque de porter une telle accusation revenait à voir sa carrière ruinée. Personne n'a osé dénoncer ces pédocriminels de peur d'être accusés de racisme. Tous ont préféré menacer les victimes et les abandonner, brisées à vie. Elles sont sous antidépresseurs, atteintes du syndrome de stress post-traumatique. Même si les protagonistes complices de l'omerta dans la ville de Rotterdam ont dû démissionner, ils ne sont toujours pas mis en cause par la justice. Entre 2015 et 2017, de nouveaux procès se tiennent. Cette fois-ci, la justice est moins clémente. Une trentaine d'hommes sont reconnus coupables par la justice britannique de viol et séquestration de mineurs. Ils écopent en moyenne de 10 à 20 ans de prison. Quant à leur chef de file, Arshid Hussain, il est condamné à 35 ans de prison ferme. Après l'annonce de leur peine, 2 hommes ont crié en plein procès « Allahu Akbar » alors qu'ils étaient expulsés de la cour. Étonnant ? Pas vraiment. Après le procès de 2017, un nouveau témoignage, publié dans le très sérieux quotidien britannique The Independent, souligne l'aspect religieux voire terroriste des abus menés par les gangs. Les membres de ces gangs croient fermement que les crimes qu'ils commettent sont justifiés par leurs croyances religieuses. Selon une rescapée des viols collectifs de Rotherham, son violeur citait des sourates du Coran lorsqu'il la battait. Le viol, utilisé comme tactique de guerre et de terrorisme, est désormais reconnu par le Conseil de sécurité des Nations Unies. De leur côté, les musulmans et les membres de la communauté pakistanaise ont condamné à la fois les crimes et leur dissimulation. L'islam dit que l'alcool, la drogue, le viol et les abus sont tous interdits, mais ces hommes ont été entourés de toutes ces choses. Le Conseil hindou britannique et la Fédération sikh ont insisté pour que ces criminels soient bien qualifiés de musulmans pakistanais. Pour eux, ce n'est pas la race des agresseurs qui les définit, mais leurs attitudes envers les femmes.
En 2018, un nouveau rebondissement dans l'affaire du réseau criminel de Rotterdam. Un rapport diligenté par la National Crime Agency identifie 110 suspects, dont 80% sont bien d'origine pakistanaise. Et au total, non plus 1500 victimes seulement à Rotterdam, mais 2500 victimes de violences sexuelles et physiques recensées aussi dans d'autres villes anglaises. Les enfants ont été échangés et emmenés à Bristol, Oxford ou encore Newcastle par le même réseau pakistanais. En attendant, Lizzie, Emma, Jessica et toutes les autres croisent leurs agresseurs dans la rue, de nouveau libres parce que faiblement condamnés. Et comme la travailleuse sociale Alexandrina Jay l'affirmait déjà en 2014, plusieurs dizaines d'enfants sont encore, à l'heure actuelle, la proie du réseau pédophile. Coup de théâtre, le 16 janvier 2025, il y a 2 jours, la presse britannique révèle la diligence de nouvelles enquêtes policières concernant le gang pédocriminel pakistanais, dont les membres n'en sortiront pas indemnes. De nouvelles arrestations sont fermement attendues par les Britanniques et dorénavant par le monde occidental. Tous ont les yeux rivés sur cette affaire hors norme qui démontre encore un manque de compétences dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Pourquoi un tel attentisme de la police et un si long silence médiatique? Elon Musk a-t-il réellement relancé l'affaire et pourquoi? L'affaire dans l'affaire revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, votre rendez-vous du samedi midi pour décrypter l'actualité judiciaire sur Sud Radio. Un rendez-vous en partenariat avec la revue Affaires criminelles, toujours avec Jean-Marie Bordry. Absolument. Merci d'être là. Je vous en prie. Jade Serrano, notre journaliste d'investigation, et Adrien Pelletier, expert en communication, spécialiste des médias. Merci d'être là. Rebonjour donc à tous les trois. Et avec nous, Oméra Sellier, présidente et fondatrice de l'association Innocence en danger. Nous parlons aujourd'hui des viols de Rotterdam, cette ville industrielle du nord de l'Angleterre où pendant des années, les gangs d'hommes pakistanais ont semé la terreur et abusé de jeunes filles mineures, entre 1400 et 2500 victimes, si l'on élargit ça à l'ensemble du territoire britannique. Une affaire de pédocriminalité qui a duré donc des années avant que le gouvernement, jeudi dernier, décide de lancer des enquêtes sur ces faits. Alors, Oméra Sellier, merci d'être avec nous. Bonjour. On a peine à croire au nombre des victimes dans cette affaire. Suivant les rapports, il y aurait eu entre 1400 et 2500 jeunes femmes abusées par ces gangs pendant des années. C'est une affaire tout à fait exceptionnelle, n'est-ce pas? C'est une affaire exceptionnelle, notamment à cause du nombre des victimes, mais je dirais surtout à cause de la manière dont l'affaire a été traitée en Angleterre. Vous savez, j'avais des bureaux en Angleterre, je les ai fermés à la suite de l'inaction du gouvernement dans cette affaire. Parce que quand j'ai lu que les personnes, les chercheuses et autres, des médecins, experts en criminologie et autres, il y a eu tellement de rapports de faits sur cette affaire. Et quand j'ai lu les témoignages de quelques-unes de ces personnes, et j'ai vu qu'elles avaient arrêté de signaler, arrêté de donner des informations parce que ça ne servait à rien, j'ai compris que j'étais une moustique et que si elles ne sont arrivées à rien pendant des années, j'étais en train de me battre contre des moulins à vent. Donc oui, affaire exceptionnelle, aussi dans son traitement. Oui, alors comment expliquer que les services sociaux, la municipalité de Telford et même les forces de police ont pu être si lentes dans leurs réponses, si négligentes? Écoutez, d'abord, je vais vous dire, je n'ai forcément pas toutes les réponses, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est effectivement qu'il y a eu des complicités. Vous savez, ça fait 25 ans, un peu plus que je fais ce que je fais avec Innocence en danger dans le monde entier. Je vais vous dire une chose. Lorsque il y a autant de victimes, lorsque les prédateurs ont pu sévir pendant autant de temps, il y a forcément des complicités, il y a forcément de la corruption, il y a forcément des protections. Alors on peut labelliser ça de manière très lâche et quand on se fiche des victimes de complotisme ou je ne sais quoi, mais la conspiration du silence à laquelle on fait face quand on est dans ce combat,
c'est aussi je veux dire, à toutes les couches de la société, il y a un certain nombre de personnes, des institutions qui ne veulent pas que la vérité ou les choses soient révélées. C'est évident. Alors, est-ce que le fait que ce réseau d'agresseurs pédophiles soit d'origine indo-pakistanaise a joué et en quelle faveur? C'est-à-dire qu'on a l'impression que, à lire les comptes rendus, y compris ceux que nous donnait Jade Serrano il y a quelques instants, que les médias ont eu peur d'être accusés tout de suite de pratiquer une forme de discrimination s'ils avaient parlé de ces gangs qui étaient essentiellement pakistanais. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, il faut savoir déjà que dans cette affaire, il y avait, comme dans d'autres affaires de prostitution de mineurs et de trafic de mineurs, il y a des compagnies de taxi, de chauffeurs de taxi qui sont responsables de déplacer les victimes. Oui. Et dans ce cas, cette compagnie appartenait à celui dont vous avez donné le nom plutôt, Jade, qui a été condamné. Mais c'était des Pakistanais qui tenaient cette compagnie. Alors, évidemment, si ces gens sont en plus liés économiquement et que les travailleurs voudraient qu'on vote pour eux et que ce vote peut dépendre de la vote les travaillistes. Les travaillistes. Je veux dire, voilà, et on peut évidemment rien ne justifie ce qui a été fait ou pas fait, mais oui, les choses peuvent s'expliquer de cette manière-là. Pas qu'en Angleterre d'ailleurs, je vais vous dire, les chauffeurs de taxi, les déplacements des victimes d'un endroit à l'autre, c'est des choses que j'ai rencontrées dans d'autres pays, notamment la France. Alors justement, à Innocence en danger, vous intervenez dans ces affaires de réseaux pédocriminels. Vous avez créé cette association il y a à peu près une vingtaine d'années. Est-ce que 25 ans pour être précis. Est-ce que cette affaire est pour vous totalement inhabituelle ou possède des caractéristiques que vous avez retrouvées dans d'autres affaires de cette dimension? Les deux, la réponse ne peut pas être très franche en fait, parce que oui, il y a des caractéristiques dans cette affaire que j'ai rencontrées dans d'autres affaires, dans d'autres pays, dans d'autres circonstances, mais je dois dire que ce que je trouve exceptionnel dans cette histoire, c'est que si on creuse un peu, le nombre de victimes peut arriver jusqu'à à peu près 4000 victimes, disent certains rapports. Vous voyez? Donc, c'est vrai qu'au niveau l'immobilisme des autorités est effrayant. Effrayant. Mais si des gens comme Tommy, je ne sais pas comment il s'appelle, Tommy Robinson et Elon Musk n'avaient pas reparlé de cette affaire, on n'en aurait plus reparlé. Les victimes auraient été livrées à elles-mêmes alors qu'elles ont besoin de soutien. Et je vais vous dire, c'est très grave de laisser continuer des personnes sous prétexte qu'on peut nous traiter de racisme ou ce qui est la vérité, ça c'est vrai même en France, mais parce que c'est des crimes qui vont se perpétuer. Il y aura plus en plus de victimes. Donc, il faut faire un choix à un moment donné. Est-ce qu'on veut nourrir la criminalité au sein de son pays, ou est-ce qu'on veut arrêter la criminalité dans l'intérêt de tout le monde? Parce qu'il faut savoir que ces criminalités-là sont des criminalités horizontale et non pas verticale. Je m'explique. C'est-à-dire, il y a de la drogue, il y a de l'alcool, il y a de trafic humain, il y a toutes sortes de trafics. C'est une criminalité horizontale qui peut être très néfaste pour tout le monde. Donc le choix revient quand même aux autorités qui, dans ce cas-là, si Elon Musk et Robinson n'avaient pas
reparler de cette affaire aurait laissé dormir cette affaire. Alors, on comprend bien les rouages en place, c'est-à-dire qu'on a une petite ville avec des hommes politiques qui sont soucieux de se faire réélire, donc qui vont chercher les voix de la communauté pakistanaise, très présente à Rotterdam. Mais en revanche, on ne comprend pas bien pourquoi au niveau national, pourquoi est-ce qu'à Londres, finalement, vu de Londres, pourquoi est-ce que on tape pas du poing sur la table pendant tant d'années. Et je rappelle que ce n'est que ce jeudi dernier, là, ce jeudi, donc plus de 20 ans après les faits, qu'on se décide enfin à lancer des affaires, des enquêtes très poussées. Après une longue polémique, en plus. Après une longue polémique. Des proportions internationales. Ouais. Alors, à votre avis? Écoutez, l'Angleterre en parallèle de cette affaire, a eu la couronne a même anobli un autre prédateur notoire qui était Jimmy Savile, qui est devenu Sir, qui a reçu aussi quelques, je sais pas quel titre du Pope. Donc je veux dire, en Angleterre, malheureusement, il y a eu d'autres situations. Je ne l'explique pas. Et je trouve que c'est une tâche sur la réputation du pays, sur la justice du pays. Mais je peux vous dire que pendant les années où mon bureau était ouvert en Angleterre, j'ai vu des choses qui m'ont fait comprendre que qu'on arriverait à rien. En tout cas, alors, à mon niveau. Ouais, je comprends votre décision d'avoir fermé vos bureaux. Alors, Jade Serrano parlait tout à l'heure du viol considéré comme une arme d'attaque. Ça, c'est assez nouveau. Enfin, en tout cas, à la lecture de ces rapports, on voit que abuser d'une jeune femme, violer une femme est une arme de terroriste. C'est une arme de guerre aussi, et ça, c'est documenté depuis longtemps. C'est un crime contre l'humanité. Ça a été utilisé notamment par les extrémistes serbes en Bosnie et en particulier à Srebrenica. Et on a vu ça aussi durant les événements du 7 octobre sur les territoires israéliens. Alors, à votre avis, c'est une arme d'attaque qui a été... comment est-ce qu'on a les criminels élaborent, comment est-ce qu'ils s'excusent de leurs exactions en faisant appel à la religion comme ça? Mais ils s'excusent pas. Mais ils s'excusent à aucun moment. Ils sont ivres de cette folie qui leur dicte que faire ces actes criminels, commettre ces actes criminels sont dans la lignée de la religion, notamment musulmane. Et donc, ils s'excusent pas, ils s'expliquent pas, ils sont partis ailleurs. J'ai vu au moment de il y a quelques années, lorsqu'il y a eu les problèmes avec Daesh, etc., j'ai vu comment ces factions essayent de enrôler des jeunes avec des croyances de cette nature. Souvenez-vous, vous l'avez lu, Jade, cette jeune fille qui raconte dans son témoignage que celui qui la battait, en même temps, réciter des sourates de Coran. Absolument. Donc, ils n'excusent pas du tout. Ça leur donne de la force. Et puis, rappelons aussi, Oméra, que Boko Haram avait enlevé une centaine de jeunes filles. C'est pareil, qui violaient, torturaient. On va continuer à parler de tout cela avec vous, Oméra Sellier. Nous continuons à évoquer ces viols sur les jeunes femmes par ces gangs de pédocriminels pakistanais. C'est tout de suite avec nos invités sur Sud Radio. On revient de suite. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans l'affaire, votre rendez-vous du samedi midi sur Sud Radio pour regarder l'actualité judiciaire à la loupe. Un rendez-vous en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Un rendez-vous avec nos chroniqueurs de luxe, Jean-Marie Bordry, Jade Serrano, journaliste enquêtrice, et puis Adrien Pelletier, expert en communication. Nous sommes aujourd'hui et nous avons invité aujourd'hui pour parler des viols de Rotterdam. Ces viols tout à fait spectaculaires par leur
leur ampleur. Nous avons invité Onera Cellier, présidente de l'association Innocence en danger. Donc je vous le disais, nous parlons des viols de Rotterdam, cette ville industrielle du nord de l'Angleterre où pendant des années, des gangs d'hommes pakistanais ont semé la terreur, abusé de jeunes filles mineures, entre 1400 et 4000 victimes, nous disait Onera il y a quelques instants, sur l'ensemble de l'Angleterre. C'est une affaire de pédocriminalité qui a duré des années avant que le gouvernement, ce jeudi, décide de lancer des enquêtes sur les faits. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est bien tardivement. Alors Adrien Pelletier, avant de revenir vers vous sur l'attitude des médias, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé récemment avec Elon Musk, qui s'est soudainement mêlé de cette affaire et qui a embrasé la toile. Oui. Elon Musk, en fait, a décidé de régler ses comptes avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, qu'il attaque déjà depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, notamment depuis les émeutes qui ont secoué le pays en août dernier, après le meurtre de 3 fillettes par un immigré rwandais. Et là, il a passé un cap début janvier en exhumant ce scandale des grooming gangs, comme on les appelle, ces gangs de Pakistanais qui avaient sévi pendant des dizaines d'années dans plusieurs villes d'Angleterre, dont Rotterdam. Et il a ainsi accusé Starmer de complicité dans ces affaires, qu'il aurait négligé lorsqu'il était à la tête du service des poursuites judiciaires dans les années 2010. Et dans quelques centaines de tweets, il l'attaque. Il a appelé à son départ du gouvernement. Il a même appelé à la prison. Et il a également attaqué la sous-secrétaire d'État à la protection et contre la violence à l'égard des femmes et des filles, Jess Phillips, qu'il accuse d'apologie de viol génocidaire pour avoir refusé d'autoriser une enquête publique sur les faits commis à Oldham, une autre ville qui avait subi les mêmes faits, considérant que c'était le travail des autorités locales. Alors le gouvernement britannique et le Premier ministre ont évidemment réagi à ces interpellations qu'ils considèrent comme des mensonges et de la désinformation opportuniste, et rejoint même par des chefs d'État, notamment Emmanuel Macron, qui a regretté cette ingérence de Musk dans la politique étrangère. Alors, dans cette affaire, constate-t-on réellement un grand écart entre la gravité des faits et le traitement médiatique, que, comme nous avons pu l'entendre, où c'est un petit peu exagéré? Il y a eu quand même, on a parlé de cette affaire, mais peut-être pas je dirais, de la façon qu'il convenait, quoi. Oui. En fait, les choses sont en réalité plus complexes, qu'on veut le dire, concernant cette mise en lumière des faits. D'une part, car les grooming gangs ne concernent pas qu'une, mais différentes affaires, dans différentes villes, durant plusieurs années, et elles n'ont pas toutes été traitées de la même manière. Rotterdam, par exemple, n'est pas du tout celle qui a été le moins traitée par la presse, bien au contraire. Différentes enquêtes avaient été menées, notamment une par le Times dans les années 2000, et de nombreux rapports, en particulier un commandé en 2013, au moment où l'entièreté des faits avait été révélée. Le rapport du professeur Alexis Jay sur l'exploitation sexuelle des mineurs au Royaume-Uni avait bénéficié d'une énorme couverture médiatique et fait la une de tous les quotidiens du pays. Il faut même dire et rendre hommage à notre confrère André Berkoff, qui sur l'antenne de Sud Radio a parlé déjà de cette affaire. Oui, ça faisait plusieurs années, il y a au moins 5 ans, on en parlait déjà, et d'ailleurs Tommy Robinson à l'époque en parlait déjà aussi. C'est-à-dire que c'est une histoire qui circule quand même depuis longtemps, qui n'est pas cachée, qui n'est pas tue, ça fait longtemps d'ailleurs qu'on dit qu'elle est tue, et tout en montrant d'ailleurs qu'on en parle. Et paradoxalement, aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire des viols, mais l'affaire de ce silence médiatique qui est mise en lumière. Ouais. Alors, la peur de certains médias d'être accusés de racisme est-elle réelle? Est-ce que c'est vraiment le motif de cette forme d'autocensure, et est-ce que c'est fréquent? Là encore, l'intention des médias n'est pas aussi binaire qu'on le pense. Alors, eux-mêmes n'avaient pour la plupart pas accès à certaines informations, et donc n'étaient pas les initiateurs de cette communication verrouillée. Dans l'affaire de Rotterdam, par exemple, on sait que la police avait gardé secrètes certaines informations. Pour d'autres procès, ce qui a été qualifié d'embargo médiatique, c'est-à-dire lorsque certains médias possèdent une information mais qu'ils n'ont pas le droit de la révéler avant un certain moment, finalement réside dans une loi anglaise connue sous le nom d'outrage au tribunal et qui permet au pouvoir public d'interdire la publication de certains articles avant un délai, afin de ne pas entraver en fait la procédure judiciaire. Alors évidemment, ça a été perçu comme une entrave à la liberté d'informer, mais c'est en réalité plus complexe. Et malgré tout, la presse peut parfois être tenue responsable de la surmédiatisation ou sous-médiatisation de telles affaires, notamment à Rotterdam encore. En 2024, des réfugiés dont des manifestants demandaient l'expulsion avaient été chassés par une horde d'antifascistes, comme ils avaient été qualifiés. Et là, la mobilisation avait été énorme de la part de la presse. C'est pareil en 2018. The Conversation, d'ailleurs, avait été allé jusqu'à qualifier d'islamophobe ce traitement médiatique anti-pakistanais. Il déplorait les conséquences mortelles d'histoires d'épouvantes fabriquées de toutes pièces sur les grooming gangs musulmans en Europe. Alors c'est amusant parce qu'on dit souvent de la presse britannique qu'elle est assez intrusive. On sait que les tabloïds n'hésitent pas à aller faire les poubelles de la cour royale, n'hésitent pas à aller se mêler de vie privée. C'est quand même une vraie ligne de fracture avec la presse. Une marque de fabrique, exactement. Et là,
là, curieusement, sur ces affaires-là, des affaires judiciaires, on voit qu'elle a manqué de curiosité. Je le sais, mais elle n'a pas été nourrie suffisamment non plus. Oui, elle n'a pas été cherchée. Mais la presse d'investigation, c'est son honneur, c'est d'aller chercher les informations là où justement elles ne sont pas disponibles à travers des communiqués. On a surtout l'impression dans cette histoire qu'au-delà du nombre de gens qui savaient, il devait y en avoir et qui l'ont tué, il y a surtout beaucoup de gens qui n'ont pas voulu savoir, alors même que des indices leur étaient présentés ou des bribes d'histoire et qui ne voulaient pas justement se pencher sur la question. Ce qui est intéressant, c'est aussi la cointance entre les agresseurs et la police, les agresseurs et les services sociaux, c'est quand même aberrant. Et à ce propos, question importante, parce qu'on parle beaucoup du nombre de victimes, donc 1400 dans l'affaire qui nous intéresse, à peu près victimes présumées, nombre présumé de victimes. Combien de personnes directement étaient mêlées à ces actes? Combien de personnes 110 personnes connues et retrouvées? Est-ce qu'il y en avait davantage? Et surtout pour un réseau aussi important, est-ce qu'il faisait autre chose? Parce qu'on a un réseau qui effectivement torture, brutalise, viole des fillettes et les enlève, mais il devait bien vivre de quelque chose d'autre. Du narcotrafic. Oui. Donc on a un réseau complètement tentaculaire malgré tout. On a 110 auteurs connus, repérés, avec à peu près 42 condamnations. Et avec une puissance économique importante sur une ville de cette taille. Voilà, en sachant que sur les 42, tu en as au moins... capacité de corrompre aussi. C'est ça, et puis sur les premiers procès, comme je l'ai dit, en 2010, on a eu des condamnations dérisoires. C'est-à-dire que ce sont des hommes susceptibles encore d'être des récidivistes et de recommencer. On a encore à Rotterdam des jeunes filles qui errent dans la rue. Alors, avant de retrouver Onera Cellier, je voulais quand même finir avec vous, Adrien Pelletier, pardonnez-moi. Peut-on parler d'un effet Elon Musk pour qualifier cette impressionnante vague d'émotions qui a secoué quand même l'opinion, les réseaux sociaux et qui a remis dans l'obligation les pouvoirs publics britanniques de réagir? Ah oui, totalement. Il est, j'ai envie de dire, l'unique déclencheur de cette médiatisation. Il est même l'amplificateur. Il a quand même publié pas moins de 50 tweets uniquement sur les grooming gangs, donc ce terme, depuis le 3 janvier. Donc c'est pas très vieux. Date à laquelle il a accusé donc Jess Phillips de compromission, et ce tweet avait été vu par 43 millions de personnes, rendez-vous compte, et a généré ensuite 4 millions de tweets, donc c'est dire l'ampleur qu'il a eu. Et d'ailleurs, c'est pas l'influence de l'homme le plus riche du monde, c'est aussi l'influence maintenant d'un homme politique, et d'ailleurs qui a permis de rouvrir cette enquête hier. Par avant-hier. Excusez-moi, je me permets, c'est qu'il y a eu une nouvelle enquête non gouvernementale qui a été publiée début janvier, ce qui a mené à Elon Musk à tweeter. Donc c'est pas parce que Elon Musk a tweeté qu'il y a eu des... C'est un relais massif. Ça s'appelle une récupération Jean-Marie Bordry, avant de demander sa réaction. C'est important de le préciser, parce que si on en parlait déjà de cette affaire, et c'est déjà arrivé il y a plusieurs années, cette affaire, elle circulait. Ça ne veut pas dire que c'était dans les articles papier, mais elle circulait notamment sur un réseau social, qui était le réseau social Twitter, qui appartenait pas à Musk et qui était même censé être ce réseau social ultra progressiste et woke qu'a dénoncé Elon Musk avant de le transformer environ tous ceux qui y travaillaient. Donc elle n'était pas non plus complètement cachée, il l'a pas sorti des limbes. Quand on voit la volumétrie, c'est quand même alors il l'a fait exploser. Je voudrais demander à notre invité Onera Cellier, est-ce que le silence des médias est un allié pour ces gangs de pédocriminels, ou finalement ça n'a pas beaucoup d'importance sur le temps judiciaire? Non, c'est évident que le silence des médias est un allié pour les gangs criminels. Regardez, dans l'affaire dont on parle, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Andrew Norfolk de The Times qui est celui qui a enquêté en 2000, je me souviens plus dans quelle 2011, année, 2011, voilà. Et donc et puis quand et qui est journaliste. Et qui est journaliste, absolument. C'est lui qui a révélé cette affaire et c'est lui à qui les victimes se sont confiées, lui ont donné des informations et que tout le monde connaissait. Mais donc c'est vraiment grâce à lui. Et souvenez-vous de l'affaire comment ça s'appelait, de l'Église catholique. Il y a Spotlight, le film de Spotlight était sur, j'ai oublié le nom des journalistes et du magazine qui a fait ça. Donc, les journalistes ont un rôle très important quand ils sont libres et quand ils sont courageux. C'est ça qui manque, surtout. Ouais. Vous pensez que la presse française, mais aussi britannique... La presse française, elle est aux ordres. La presse française, c'est pas une presse... Pardon, je parle avec des journalistes, je ne pense pas à vous particulièrement, mais j'ai été dans des affaires
des procès d'assises où, dépendant de qui a fait quoi, les faits ont été relatés ou non, et la manière dont les affaires ont été relatées parle pour elles-mêmes. Donc oui, je parle de journalistes qui voudraient vraiment rendre honneur à leur profession, absolument. À leur profession, comme était le cas de Andrew Norfolk, qui a vraiment rendu... Parce que les victimes l'ont remercié, le remercient encore aujourd'hui. Mais parce que la direction du Times a permis ça aussi, Oméra, on le sait très bien toutes les deux. Moi, plein de fois, j'ai voulu traiter des affaires pédocriminelles et j'ai été censurée par les rédactions. En tout cas, vous êtes libre sur Sud Radio de le faire et on s'en félicite. Dans un instant, on va continuer à parler d'omerta médiatique. On va continuer à parler de ces gangs de violeurs de Rotterdam. On va se demander aussi quelle est la part de réalité et de théorie du complot, parce que souvent, on entend ce mot. C'est une théorie du complot, souvent associée à ces réseaux de pédocriminalité. À tout de suite sur Sud Radio, nous revenons. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. De retour dans votre rendez-vous sur Sud Radio pour parler de l'actualité judiciaire. Un rendez-vous en partenariat avec la revue Affaires criminelles et un rendez-vous où l'on parle aujourd'hui d'une affaire absolument tentaculaire, une affaire dont les chiffres donnent le vertige. Plus de 1400 victimes, peut-être même 4000 à l'échelle du territoire britannique. Je veux parler de l'affaire des violeurs, des gangs de violeurs pakistanais, l'affaire de Rotterdam. Toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Toujours, oui. Et merci d'être là. Jade Serrano est avec nous également. Bonjour. Adrien Pelletier, notre expert en communication. Et avec nous, Oméra Sellier, présidente et fondatrice de l'ONG Innocence en danger. Alors, Jade Serrano, pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours, pouvez-vous nous résumer cette affaire incroyable des gangs de violeurs pédocriminels et les questions que l'enquête pose d'une part et les silences de la presse de l'autre? Oui, bien sûr, Stéphane Simon. Donc, entre 1997 et 2013, ce sont 2500 jeunes filles qui ont été violées, torturées, des mineurs à travers l'Angleterre par un gang pédocriminel surnommé le réseau pakistanais en raison de leur origine ethnique. Une donnée essentielle qui va pousser la presse à ne pas lever l'omerta sur l'affaire pour ne pas être considérée raciste. Pendant 5 ans, les victimes vont parler à la police, aux services sociaux, elles ne seront pas entendues. La raison, hormis la dimension ethnique des criminels, 2 enquêtes menées en 2010 par un policier et une travailleuse sociale vont révéler une accointance entre la police et les réseaux criminels. En 2014, la publication de l'enquête menée par cette travailleuse sociale confirmera ces liens et obligera le commissaire du Yorkshire du Sud, des élus locaux et le directeur des services sociaux à démissionner. En 2024, le réseau n'est pas encore enrayé. Une nouvelle enquête en ce début d'année 2025 est de nouveau diligentée et pourrait conduire à de nouvelles arrestations. Alors, Oméra Sellier, je le rappelais, ça fait 25 ans que votre combat va pour protéger l'enfance de ces réseaux pédocriminels. On a l'impression parfois d'être dans une mauvaise fiction dans ce type d'affaires. Il y a toujours des politiques qui essayent de couvrir des criminels, des journalistes qui ne font pas leur travail. Est-ce que c'est complotiste de dire ça ou est-ce que c'est ce que vous observez depuis tant d'années dans ce type d'affaires ? Malheureusement, c'est ce que nous observons dans ce type d'affaires. Et je trouve que de dire que c'est complotiste, c'est comme si on disait 2 et 2 ne fait pas 4. Et je suis désolée, on est devant des affaires où il y a des instances qui étaient au courant de ce qui se passait, qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. On est devant des patrons de presse ou des groupes de médias qui décident de ne pas parler de telle ou telle affaire pour pas déranger telle ou telle personne. Voilà, je veux dire, tout est dit. Alors, on peut dire que c'est complotiste, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Et puis, il faut aussi, je dis à toutes les personnes qui disent que c'est complotiste, qui labellisent sans avoir jamais levé le petit doigt pour soutenir une victime, qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Si vous étiez, on nous traite de complotistes parfois parce qu'on défend les victimes. Mais il faut savoir de quel côté on se place. Est-ce qu'on est du côté des victimes ou est-ce qu'on est du côté de ceux qui sont... Parce qu'il n'y a pas de zone grise. On est avec les victimes ou on est contre les victimes.
Je vois ce que vous voulez dire. Alors, je vous le rappeliez tout à l'heure, vous aviez des bureaux en Angleterre que vous avez fermés suite à cette affaire, puisque vous n'arriviez pas à vous faire entendre. On a l'impression que la pédocriminalité, ça touche vraiment tous les pays. Est-ce qu'il y a quand même des pays qui protègent mieux ces mineurs que d'autres? C'est une question difficile. C'est une question difficile. Il y a des pays où les choses vont particulièrement mal, où il y a énormément de victimes. Il y a des pays où les choses vont légèrement mieux. Mais je peux dire malheureusement que dans l'ensemble, c'est un phénomène, c'est une criminalité qui connaît pas de religion, connaît pas de niveau socio-économique, connaît pas des barrières culturelles, etc. Ça arrive partout, dans tous les milieux, dans tous les pays. C'est universel. Ouais, c'est universel. Malheureusement. Malheureusement. Est-ce que l'on consacre assez de moyens pour lutter contre cette criminalité, ou est-ce que on est un petit peu comme dans d'autres, je dirais, secteurs judiciaires où malheureusement on souffre beaucoup du manque de moyens pour la justice et pour la police? Est-ce que c'est l'argent qui manque pour lutter contre la pédocriminalité, ou c'est plutôt la volonté? Écoutez, c'est le mariage des deux. Et il y a un autre critère qui sont il faut des gens compétents, il faut des ressources et il faut une volonté politique. Lorsqu'il n'y a pas de ressources, on n'embauche pas des gens compétents, on donne des rôles à des personnes qui sont pas faites pour faire ce type de travail. Et voilà, et puis les choses continuent. Et ce qu'on oublie, ce qu'oublient nos politiques qui ne permettent pas qu'il y ait suffisamment de ressources sur ces sujets, c'est que les enfants, c'est l'avenir d'un pays. Lorsqu'on aime un pays et qu'on se bat pour être élu, c'est ce que j'avais écrit à Emmanuel Macron lorsqu'il a voulu se représenter en 2022. J'ai dit, si on veut être élu président d'un pays, ça veut dire ça veut dire qu'on aime le pays. Or, on peut pas aimer un pays si on n'aime pas ses enfants. Et on peut pas prétendre qu'on aime les enfants du pays lorsqu'on donne aucun moyen à la protection de l'enfance. La France est une très mauvaise élève sur la question, hein. Ah oui. Alors, j'aimerais justement qu'on parle des victimes de ces gangs. Vous les appeliez les grooming gangs. Les grooming gangs. Par rapport à leur mode opératoire, en fait. Ouais. Alors, ces victimes, ce sont des victimes qui sont brisées à vie, hein. Vous le rappeliez, atteintes de stress post-traumatique pour le reste de leur jour. Comment est-ce qu'on peut, Omera, ça fait partie des attributions de votre ONG, comment est-ce qu'on arrive à se relever de ce type d'affaires, surtout quand on est amené à recroiser les bourreaux, ses propres bourreaux dans les rues de la ville que l'on n'a pas quittée? Comment on arrive à se reconstruire? C'est difficile. Écoutez, là, votre question a en fait deux volets, parce que si ces hommes sont encore libres et les victimes les croisent dans les rues, ça relève de la justice. Ouais. Donc ça se justifie pas? C'est la justice qui doit faire son boulot. C'est pour ça que les décisions qui ont été prises par le gouvernement anglais il y a 2 jours en disant qu'ils vont faire ceci, cela, il faut vraiment une très grande dose de confiance pour que ces gens-là enquêtent sur ces gens-là. Donc ça, c'est un autre sujet. Par contre, la résilience et la reconstruction sont possibles. Ça fait partie des choses que fait Innocence sans danger. D'ailleurs, j'avais préparé, pour tout vous dire, une note à l'attention des victimes de cette affaire, en fait, pour leur dire que si les moyens nous sont donnés, mais là aussi, quand l'affaire est sortie, je me coupe pour vous dire que quand l'affaire est sortie, j'ai voulu installer en Angleterre ce que j'ai fait dans d'autres pays, c'est-à-dire des séjours de résilience et des séjours de reconstruction qui sont basés sur des espaces thérapeutiques avec un mélange de thérapie
cognitive, pas la psychothérapie. La psychothérapie n'est pas pour les victimes de violences sexuelles, mais les dernières thérapies qui peuvent vraiment aider, qui sont des thérapies cognitives, mais en même temps de l'art-thérapie, en même temps d'autres disciplines. Et je peux vous dire que je me suis donné tout le mal du monde, je ne suis pas arrivée. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je suis partie. Mais la reconstruction petit à petit est possible, mais il faut des moyens. Ça coûte très cher, mais ça coûte moins cher que ce que ces personnes peuvent coûter à l'économie d'un pays. Il faut regarder les chiffres que la Civis a publiés sur la question. La santé mentale, la santé publique coûte des milliards chaque année à des pays comme la France ou l'Angleterre. Aider ces victimes à se remettre, à se reconstruire coûte 1000 fois moins cher. Ouais, bien sûr. Donc il y a des solutions. Ouais, sauf que ça demande autant d'énergie que de chance à leurs victimes, c'est-à-dire beaucoup malheureusement dans ces cas-là. Un mot pour dire que ce genre de choses peut ne pas forcément arriver en Angleterre, que cette fameuse phrase qui revient à chaque fois, tout le monde savait, on l'a déjà entendu plein de fois. Et puis si on prend l'histoire la plus révoltante et la plus proche de nous qui a eu lieu et qui a rebondi encore ces semaines, c'est celle qui est autour des actes de l'abbé Pierre, qui ont duré plusieurs décennies, qui ont concerné je ne sais pas combien de victimes, même si c'était pas toujours le même âge. Et effectivement, on a pu écouter des témoignages cette semaine de gens qui disaient oui, on s'en doutait, mais il fallait qu'on soit sûr avant de le dire. Et puis on n'allait surtout pas écorner l'image d'un saint homme, ou du moins de celui qui se faisait passer pour tel, tout en sachant ce qu'il faisait par ailleurs. Alors, raison de plus, quand vous êtes témoin de faits comme ceux-ci, de savoir savoir les dénoncer, d'une part auprès et évidemment des institutions qui nous protègent, qui sont censées nous protéger, mais aussi aller en parler aux associations comme Innocence en danger, qui est là pour essayer d'accompagner aussi les victimes de ces faits absolument inqualifiables. Et surtout, merci. N'ayez pas peur de vous tromper. C'est pas grave. Absolument. Il vaut mieux dénoncer dans le vent que de rien dire du tout. Merci. Je vous en prie. Mais je voulais vous dire que le 25 février commence le procès d'un chirurgien français qui a près de 400 victimes. Alors, tout le monde ne peut pas être considéré comme victime parce qu'il y a prescription, mais il a sévi pendant 30 ans. Donc, l'abbé Pierre, oui, mais il y a aussi... D'accord. Voilà. Merci Onera de nous rappeler tout cela. Onera Cellier, présidente et fondatrice de l'ONG Innocence en danger. Merci à tous les trois. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve évidemment samedi à midi pour une nouvelle heure de l'affaire dans l'affaire. Mais tout de suite, Alain Marty nous emmène sur les routes des vins de France. Mais il va essayer de nous remonter le moral, tout simplement, même si c'est avec modération. Vous allez découvrir après les infos que nos vignerons évoluent avec la société. À tout de suite sur Sud Radio. Merci de votre attention.